Bonjour tout le monde. Du coup, je vais vous parler du marketing social et en lien avec les changements de comportement, hein, puisque peut-être ce qui plaît en particulier dans cette discipline aux acteurs de la santé, c'est la dimension changement de comportement. Peut-être juste rapidement avant de passer à la présentation, donc je me présente en deux mots, hein. Je suis professeure des universités à l'École des hautes études en santé publique, donc je pense que tout le monde connaît l'École des hautes études en santé publique. Donc on a la chance, comme le précisait la directrice de l'IAE tout à l'heure, d'avoir des cours en marketing dans nos différentes formations, que ce soit au niveau master, mais également au niveau des filières, hein, puisqu'on forme entre autres les élèves directeurs d'hôpitaux. Et donc moi, je suis arrivée à l'EHESP depuis 10 ans, donc c'était la première fois que le marketing et le marketing social arrivaient dans cette école. Donc vous voyez que c'est encore très récent, hein, cette arrivée progressive du marketing dans les sphères de la santé. Et puis, je suis également professeure honoraire à l'université Stirling en Écosse, où là, on est sur une dimension beaucoup plus aboutie, hein, du marketing social en Grande-Bretagne ou en Écosse. Donc, ce centre, par exemple, réunit des chercheurs, hein, ils sont à peu près une trentaine de chercheurs. C'est le plus gros centre de marketing social en Europe. Et ces chercheurs travaillent sur des thématiques très variées. Et donc, cet institut a été créé par le professeur Gérard Hastings, avec qui je travaille régulièrement. Voilà, alors je voulais aussi peut-être, puisque j'ai vu qu'il y avait dans la communauté des universitaires, préciser que je suis également présidente de d'Aramos, hein, qui est une association savante, association de recherche appliquée en management des organisations de santé, dans laquelle donc le marketing a aussi une place, hein, donc n'hésitez pas à participer à notre colloque. Il y a des séminaires également sur le marketing de la santé, le marketing social. Séminaire, colloque qui a lieu tous les ans, donc cette année en novembre. Voilà un petit peu, j'ai fait le tour. Alors, en écoutant ce matin là les différentes allocutions et notamment l'évolution, hein, du marketing social, juste une petite anecdote, ça fait vraiment plaisir d'arriver aujourd'hui à ce niveau et de voir qu'il y a beaucoup de collègues dans ma discipline en marketing qui travaillent sur ces sujets. Moi, ça fait à peu près 20 ans que j'ai commencé à travailler sur le marketing social après ma thèse de doctorat. J'étais extrêmement isolée à l'époque, en tout cas au niveau de la France, hein. C'est pour ça que je suis assez rapidement partie vers l'international. Et je me souviens, après, dans un colloque de notre structure qui s'appelle l'Association française du marketing, j'avais présenté mes premiers travaux sur le marketing social et il y avait un collègue qui était venu me voir en me disant: «Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu restes pas sur tes travaux de thèse?» Donc, je travaillais sur la musique, l'influence de la musique dans la persuasion publicitaire, donc sous un angle très marchand. Et il m'avait dit: «Oui, il n'y a aucun espoir, aucun débouché pour ce marketing social.» Et vu que je suis assez têtue, bah, je vais continuer. Et donc, je suis ravie d'avoir continué parce qu'on voit bien que notre discipline a véritablement un rôle à jouer dans les changements de comportement de santé des individus sur différentes thématiques. Aujourd'hui, la Covid et également, moi, je travaille beaucoup sur tout ce qui est tabac et alcool, hein, qui sont quand même les deux ou trois premières causes de mortalité évitables en France. Voilà, donc je passe très vite. Alors, si j'y arrive, voilà. Alors, étant donné, j'ai vu le profil un peu des participants, c'est toujours très compliqué d'adapter le niveau de la présentation parce qu'on a des gens qui connaissent très très bien le marketing social, qui l'enseignent, et d'autres qui probablement sont moins à l'aise. Donc, je vais faire un peu une présentation à deux niveaux, hein. Je vais déjà vous présenter un peu les bases et vous dire un peu ce qu'il y a derrière le marketing social. Et puis ensuite, je vous présenterai un peu les travaux que l'on développe à l'école des hautes études en santé publique. Donc, depuis 10 ans que je suis arrivée dans cette école. Alors, si je reprends la définition qu'on a donnée avec mes collègues de Santé publique France, hein, puisqu'on a rédigé un ouvrage ensemble qui est sorti en 2019. Donc, la définition qu'on a retenue pour ce marketing social, c'est de dire que ça consiste donc à utiliser les techniques du marketing marchand pour encourager les comportements, alors non pas d'achat, hein, comme on peut le faire dans le domaine marchand, mais des comportements favorables au bien-être et ou à la santé des individus. Alors, ceci étant dit, on va se poser la question des différentes techniques du marketing marchand qui sont mobilisées. Alors, j'aime bien toujours prendre un exemple peut-être parlant, alors surtout aux gens de la santé, hein, qui connaissent bien en général le tabac et l'alcool, même si forcément ils ne travaillent pas forcément à 100% dessus. Mais pour illustrer un peu les différentes techniques, hein, qu'il y a derrière
le marketing marchand? Déjà, le premier point, c'est d'avoir une très bonne connaissance de votre marché, hein, c'est de là que ça vient, marketing, de bien comprendre les consommateurs, les individus auxquels vous vous adressez, et également la concurrence. Alors, ce point-là, je reviendrai en deuxième partie d'intervention. C'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose qui parle aux acteurs de la santé, hein, cette histoire de concurrence. Nous, on est un peu spécialisé là-dessus parce qu'on travaille sur tout ce qui concerne les épidémies industrielles, c'est-à-dire les comportements de santé qui sont le fruit en fait d'un marketing extrêmement intense de la part de certaines industries comme l'industrie du tabac et de l'alcool. Donc voilà, ça c'est vraiment la première partie du marketing social, hein, la bonne compréhension des consommateurs et de la concurrence. Alors l'idée aussi du marketing social et du marketing, c'est de dire que on va pas pouvoir s'adresser à tout le monde de la même façon avec les différents outils marketing qu'on va déployer sur le terrain, puisqu'en fait les individus ont véritablement des personnalités, des comportements, des revenus, etc., extrêmement différents qui vont avoir une influence sur leurs croyances et leurs comportements. Donc, on va faire ce qu'on appelle de la segmentation et du ciblage, hein, repérer les individus qui sont les plus pertinents, qui sont les plus intéressants, les plus à risque, et concevoir un message, un programme qui va être vraiment dédié à ces populations-là. Alors, une fois que ce premier point un peu plus théorique a été fait, hein, qu'on comprend bien les besoins et les attentes des consommateurs, qu'on a réussi à identifier des segments et des cibles à partir desquels on va pouvoir construire des programmes ad hoc, eh bien, on va déployer ce qu'on appelle en marketing basique, hein, en marketing marchand, les 4 P. Alors déjà, en fonction de la cible, on va réfléchir aux produits à proposer. Hein, donc, je prends l'exemple de l'industrie du tabac. L'industrie du tabac, quand elle a décidé de s'adresser aux femmes, eh bien, elle a conçu toute une gamme de produits très féminin, hein. Par exemple, ici, vous pouvez le voir avec un paquet de cigarettes qui a le nom Corset, avec des cigarettes très fines à l'intérieur. Et de la même façon, hein, quand l'industrie du tabac s'adresse aux jeunes, hein, qui sont évidemment les futurs consommateurs de demain, eh bien, elle va travailler sur son produit. Ça va plus du tout être le même type de produit que pour les femmes. Ça va être des produits aromatisés, à la fraise, à la vanille, etc., pour faire passer le goût un peu difficile de la première cigarette et faire en sorte que l'expérimentation se décline en habitude de consommation. Alors, le produit, c'est important, évidemment, il faut qu'il plaise à la cible visée, mais pas que, hein, parce que si le produit plaît, mais qu'il est à un prix qui n'est pas très abordable pour le portefeuille de l'individu, eh bien, ça va être très compliqué. Donc, il y a une réflexion également autour du prix, hein, c'est ce deuxième P du marketing marchand. Alors, bien sûr, si on s'adresse à des jeunes, l'idée, ça va être de proposer un prix qui va être accessible à son portefeuille, basé sur, par exemple, de nombreuses promotions ou autres. C'est vraiment le positionnement actuel de l'industrie de l'alcool, hein, pour cibler, par exemple, les jeunes. Si le produit est adapté à la cible, si le prix est adapté au portefeuille de la cible, il faut aussi que ce produit il soit accessible, le plus accessible possible, pour qu'on puisse le trouver dans un plus grand nombre d'endroits possible. Alors, en miroir, hein, pour ceux qui connaissent bien le tabac, l'idée, et l'alcool aussi, même si ce n'est pas toujours très respecté, en miroir, l'idée, c'est au contraire, dans une politique de santé publique, ça va être de restreindre l'accès à ces produits, hein, et d'où l'intérêt de l'interdiction de vente aux moins de 18 ans du tabac et de l'alcool, en tout cas quand c'est respecté. Donc, dans une optique de marketing marchand, hein, c'est l'inverse. On va évidemment faire en sorte de proposer le produit dans le plus grand nombre d'endroits possible, là où le consommateur se rend souvent, donc dans les hypermarchés, supermarchés, et puis dans des endroits où les horaires d'ouverture sont extrêmement larges pour faciliter l'accès, hein, par exemple, vente de l'alcool dans les stations-service. Et puis enfin, c'est le quatrième P du marketing marchand, c'est la publicité. Alors, je l'ai mis en rouge parce que c'est souvent ce que les gens qui connaissent pas trop bien le marketing voient en premier, hein. C'est la partie, on va dire, la plus visible du marketing marchand. Donc, on va travailler sur la publicité et faire en sorte de rendre le produit accessible. Alors, de la même façon, hein, toujours la même logique, on va s'appuyer sur le segment et la cible visée, hein. Si on s'adresse à des jeunes et que on est l'industrie du tabac ou de l'alcool, évidemment, l'idée, ça va être de faire de la présence forte sur les réseaux sociaux et, par exemple, du travail avec des influenceurs qui touchent les jeunes. Voilà, alors nous, en fait, on est parti de ce marketing marchand, hein, puisque l'idée du marketing social, ça va être vraiment de transformer, enfin d'utiliser les techniques du marketing marchand dans un objectif de social et de changement de comportement favorable à la santé.
Et on a transformé donc ces différents P en ce qu'on a appelé dans notre ouvrage les 5 C. Donc le premier C, ça va être le comportement des individus qu'on va vouloir proposer. Donc c'est pas vraiment un produit, c'est plus un comportement, arrêter de fumer, boire moins, etc. Mettre son masque, voilà. Et également donc dans cette première dimension, c'est important d'avoir aussi en tête de mettre à la disposition des individus ciblés les aides qui vont lui permettre d'adopter plus facilement le comportement ciblé, par exemple des substituts nicotiniques quand vous arrêtez de fumer. Alors, en ce qui concerne le deuxième C du marketing social, on est plus sur, alors on est toujours sur la dimension prix, mais là on est plus, il peut y avoir un prix financier dans le marketing social, un coût financier à l'adoption d'un comportement. Si on prend l'exemple du préservatif, voilà, dans un certain nombre de cas, il y a un coût à l'achat du préservatif, mais dans la plupart des cas, le coût autour de l'adoption du comportement en marketing social, c'est plus autour de la dimension psychologique. Donc tout ce qui est frein, barrière à l'accès à ce comportement. Et ça, en général, on les décèle dans la partie bien comprendre les consommateurs. Et l'idée, c'est avec le programme de marketing social d'essayer au maximum de lever ses coûts et ses freins. Alors, si je puis me permettre, parce que du coup, à l'EHESP, et puis au-delà de ça, je fais beaucoup de formations, à la fois au niveau des chargés de prévention et à la fois au niveau de médecins. Ce qu'on retrouve souvent, peut-être sur le terrain, et ce qui peut être intéressant du coup au niveau du marketing social, c'est que ces coûts sont pas forcément suffisamment creusés, de mon point de vue, et ensuite travailler pour essayer avec le programme de marketing social de réduire au maximum ces freins et ces barrières. Alors le troisième P se transforme en C, donc sur la capacité d'accès. Alors là, on a tous l'exemple en tête, je pense, du mois sans tabac, qui est un exemple extrêmement efficace et intéressant de mettre accessible, de rendre accessible cette campagne nationale, quel que soit le territoire et quelles que soient les zones géographiques. Donc, on est sur la capacité d'accès au comportement pour toucher les publics. C'est l'idée, évidemment, de faire juste une campagne de prévention au niveau national diffusée dans les médias. Ça suffit plus aujourd'hui. On voit bien qu'un des points d'efficacité de Moi sans tabac, c'est vraiment que le programme, les aides, les comportements proposés, les acteurs, les ambassadeurs, etc., qui embrassent ce programme, sont véritablement très proches et dans un périmètre de vie extrêmement proche des cibles visées. Et puis donc on reste sur la communication autour de ce comportement. Donc important d'avoir en tête que le marketing social, c'est pas du tout de la communication, c'est pas seulement de la communication. Évidemment, c'est important d'en avoir, mais c'est pas seulement de la communication. C'est une composante, mais elle est loin d'être suffisante. Par exemple, si on n'a pas bien décelé les coûts et les freins, vous aurez beau communiquer dans tous les sens, ça changera pas grand-chose à l'adoption des comportements. Et puis, on a rajouté un 5e C à ce marketing social parce que forcément, on a des budgets un peu moindres, bien sûr, que dans un contexte marchand. Donc, l'idée, c'est de rajouter ce C collaborateur pour pouvoir travailler avec des partenaires afin d'aider à diffuser le programme à proximité des publics. Là encore, l'exemple de Moi sans tabac est intéressant puisque il y a un grand nombre de partenaires, que ce soit donc au niveau des associations locales, au niveau des entreprises, au niveau des organismes publics, qui diffusent, qui vont être partenaires de ce programme et qui vont diffuser ces informations et ces aides à proximité des publics. Donc voilà un petit peu très rapidement pour vous, alors le titre de l'ouvrage, je vais y revenir tout à l'heure, ça s'appelle Marketing social et c'est donc aux presses de l'EHESP qu'on a sorti ça en 2019. Et puis, alors, autour de ça, bien évidemment, on va associer, à partir du moment où le programme est pérenne, sinon c'est pas tellement intéressant de réfléchir à une marque, si c'est juste du one-shot. Autour de ces 5 C, l'idée, ça va être de réfléchir à une marque comme on le fait dans un contexte de marketing marchand. Voilà, alors je passe très vite là-dessus parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais voilà, vous avez du coup les références de l'ouvrage, marketing social aux presses de l'EHESP. Voilà le schéma global du marketing social, en commençant par l'analyse de la concurrence, en faisant un diagnostic, en réfléchissant à la segmentation, ciblage, à votre objectif, les 5 C, puis tout ça à partir d'une approche et d'une réflexion autour des études de marché, des théories de changement de comportement et de la marque, et en se finissant par la mise en œuvre et l'évaluation. Voilà pour vraiment très très rapidement le résumé du marketing social. Alors en résumé, donc on peut dire qu'il part de ce marketing social, c'est important d'avoir en tête qu'il part vraiment de la connaissance des individus,
qui ne doit pas être confondu avec la communication. C'est extrêmement important de communiquer, bien sûr, et de bien communiquer, mais c'est loin d'être suffisant pour faire changer les comportements, parce que un des points vraiment forts du marketing social, c'est de réfléchir à des services, à des aides qui vont être accessibles, voire à des environnements qui vont être favorables pour aider à changer les comportements. Et là, en ce sens, on peut aussi, on pourra en reparler s'il y a des questions là-dessus, hein, mais on peut associer le marketing social à du nudge, hein, pour notamment changer et faire évoluer favorablement des environnements. Hein. Si vous dites aux gens de faire du vélo, et en fait, c'est intéressant évidemment que dans leur environnement, il y ait des pistes cyclables. Donc, j'ai mis quelques exemples ici d'aide ou de services, hein, qui peuvent aider les gens à adopter un comportement. Donc, évidemment, ça va être tangible dans le cas du VIH-Sida. Hein, vous allez proposer des préservatifs pour aider à avoir une sexualité plus sécure. Il y a également tout un tas d'applications qui peuvent être utiles pour aider les individus à tenir des comportements. Par exemple, en tabac, il y a une application extrêmement intéressante qui sert de base au programme Moi sans tabac. Les aides, les services, c'est aussi, par exemple, si vous dites aux gens de trier leurs déchets, mais qu'ils ne trouvent aucune poubelle de tri dans leur environnement, ça va être compliqué de faire adopter le comportement. Donc, proposer des poubelles de tri dans l'environnement général des individus, c'est important. Et puis, donc, je vous ai déjà parlé des pistes cyclables. Alors, quelque chose d'un peu plus compliqué, un peu plus compliqué, disons un peu plus délicat à déceler comme idée, c'est en fait l'idée, et il y a certains programmes qui le font vraiment très très bien, mais c'est pas toujours le cas. Hein. L'idée du marketing social, ça va être aussi, si on va jusqu'au bout de la démarche, ça va être de dire, OK, abandonnez ce comportement, mais en échange, je vous propose un comportement alternatif qui va vous plaire tout autant. Alors, j'aime bien en ce sens la campagne Hello Sunday Morning, qui est une campagne australienne qui cible les jeunes adultes par rapport à la consommation d'alcool et qui, en fait, en résumé, hein, le message dit, OK, essayez d'arrêter de boire trop le samedi soir, parce que sinon, le dimanche, vous êtes en état léthargique complet. À l'inverse, si vous buvez beaucoup moins le samedi soir, vous allez pouvoir faire plein de choses très sympas le samedi avec vos amis, du sport, de la musique, etc. Donc, on les voit évidemment dans des paysages très, très beaux d'Australie. Donc, voilà, l'idée, c'est ça, hein, c'est aussi de leur proposer des comportements alternatifs à ces cibles visées et qui peuvent, dans un certain nombre de cas, quand le programme est pérenne, être portés par une marque. Donc, Hello Sunday Morning, c'est une marque, hein, c'est une campagne qui dure depuis longtemps. Sinon, il y a une campagne assez célèbre aussi en Australie qui s'appelle SunSmart, hein, qui est une campagne de prévention des risques solaires. Et puis, bien sûr, vous connaissez tous Moi sans tabac, qui est une véritable marque portée par Santé publique France. Et puis, enfin, le dernier point à retenir peut-être du marketing social, c'est qu'il prend en compte la concurrence. Alors, je reviendrai là-dessus en deuxième partie d'intervention. Alors, pour illustrer cette démarche du marketing social, et peut-être que ça pourra intéresser certains d'entre vous, puisqu'il y a quand même des universitaires dans le public. On a la chance à l'EHESP d'avoir mis en place le premier campus universitaire sans tabac, hein, qui a vu le jour le 31 mai 2018. Et en fait, on s'est appuyé, moi, évidemment, j'étais très impliquée dans ce campus, et on s'est appuyé sur une démarche de marketing social pour mettre en place ce campus sans tabac. Donc, je vais dérouler la démarche assez rapidement que je vous ai présentée tout de suite pour illustrer ce qu'on a fait en s'appuyant sur le marketing social. Alors, le premier point, pour rappel, bien comprendre les publics. Donc, on a fait énormément d'études. Alors, bien sûr, avant la mise en place du campus sans tabac, mais également après, dans un objectif d'évaluation. Donc, avant la mise en place du campus sans tabac, on a fait des études quali et quanti, on a mis en place des méthodologies mixtes pour interroger, alors évidemment, nos élèves, nos salariés, nos étudiants, mais aussi les salariés de l'école, sur ce qu'ils pensaient de cette idée de campus sans tabac, les freins, les coûts, et on a intégré ces éléments-là ensuite dans le déploiement du programme. Alors, les objectifs qu'on se fixait dans ce campus sans tabac EHESP, c'était qu'il n'y ait plus du tout de fumeurs. Sur l'ensemble du campus, évidemment à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, sur l'ensemble de notre campus. On s'est fixé un peu le même objectif d'à peu près 20% des universités américaines. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a à peu près 20% des campus universitaires qui sont sans tabac. Donc, ce qu'on a fait pour que ce soit quand même
on est en Bretagne, donc il pleut un petit peu parfois quand même, pas souvent, mais un peu. On a mis autour du campus des abris fumeurs, mais assez éloignés du coup des bâtiments. Hein. C'est les points que vous voyez en vert sur le petit schéma. Donc l'idée, c'était que les gens ne fument plus du tout sur le campus, mais qu'ils fument uniquement au niveau des abris fumeurs. Bon, la cible, alors ça, c'était assez simple, hein, évidemment, c'était le public de l'HESP, mais aussi, bien sûr, les gens de l'extérieur, les vacataires, les gens qui viennent en formation continue. Et sur ces publics-là, c'est beaucoup moins évident, d'ailleurs, de communiquer parce qu'ils viennent très ponctuellement. Donc, en général, quand le campus n'est pas respecté, c'est plus souvent sur des profils extérieurs à l'école parce que ils le savent pas forcément. On a développé une marque, alors bon, beaucoup moins sophistiquée que moi sans tabac, hein, mais vous voyez, on a quand même réfléchi à un logo, un design un peu doux, un peu vert, bleu, voilà, parce que c'était pas évident, hein, vraiment au début, on a eu quand même pas mal de réticences sur ce campus, qui était plutôt innovant en France. Donc on a eu une communication très douce et très soft autour de ce campus sans tabac. Alors, le déploiement des 5C, donc évidemment, le comportement proposé, hein, c'était de ne pas fumer sur le campus. En revanche, on a mis en place un certain nombre d'aides aux gens qui fumeurs, hein, pour les aider dans cette démarche. Alors, je vous ai parlé des abris fumeurs avec des petits cendriers assez sympas. Voilà, c'est des trucs de nudge. Hein. Et puis, on a également mis donc à disposition sur le campus de l'EHESP des consultations infirmières toutes les semaines et puis également des séances de sophrologie ouvertes à tous. Donc, ces éléments-là, ces aides-là étaient complètement gratuites. Hein, l'idée étant bien sûr de proposer et d'aider les fumeurs à arrêter de fumer grâce à ces dispositifs. Alors, une remarque peut-être sur le vapotage. Le vapotage est autorisé à l'extérieur du campus, mais pas à l'intérieur, pour essayer aussi de faire en sorte que les individus passent à du vapotage pour une stratégie moins risquée, hein, en termes de comportement. Alors, en ce qui concerne les coûts, bon là, je vais passer vite, mais ce que je vous disais tout à l'heure, hein, tout ce qu'on a proposé sur le campus pour aider à mettre en place ce comportement de ne pas fumer sur le campus et dans l'idéal de ne pas fumer ou de moins fumer en général, eh bien, tout ça a été totalement gratuit. On a fait aussi beaucoup de communication sur le fait que il existe des aides gratuites proposées, que les substituants nicotiniques sont gratuits, etc., etc. En termes de capacité d'accès, toutes les aides étaient proposées à des heures faciles d'accès pour tous sur le campus. Hein, l'heure de midi est gratuite, voilà, je vous l'ai dit. Et puis, on a également mis en place un système d'ambassadeurs, hein, pour la capacité d'accès. L'idée, c'était encore une fois pas que le message tombe d'en haut, ah oui, on ne peut pas fumer sur le campus. Donc, on a accompagné ce mouvement et ce message avec des ambassadeurs étudiants, donc qui sont à l'école, hein, et qui pouvaient donc porter ce message. Donc, dès lors qu'ils voyaient quelqu'un qui respectait pas le campus sans tabac, eh bien, ces jeunes allaient vers ces personnes et leur proposaient, leur expliquaient un peu le principe du mois sans tabac, sans agressivité, etc. Hein, bien sûr, donc on les formait en amont, on les forme en amont, ces ambassadeurs. Et puis donc leur expliquait aussi les différentes aides qui étaient mises à la disposition des salariés ou des élèves ou des étudiants de l'école pour les aider à arrêter de fumer. Et puis, bien sûr, énormément de communication, donc communication interne, communication externe, sur tous les supports existants à l'intérieur de l'école, comme vous voyez ici, juste à l'entrée, sur notre site internet. On a fait une grosse communication au moment de la mise en place du campus. Certains que reconnaîtront Laurent Chambaud, le directeur de l'école, qui a vraiment beaucoup poussé la mesure et porté la mesure, et Nicolas Pris de la MILDECA qui est venu inaugurer le campus sans tabac en mai 2018. Et on a travaillé également beaucoup avec des collaborateurs, donc la MILDECA bien sûr, et puis donc en interne les différents représentants, hein, des profils des étapes de l'EHESP, à la fois les services administratifs, mais aussi les enseignants-chercheurs, les élèves étudiants. Et puis en externe, on a été accompagné par des collaborateurs associatifs, tabacologues, etc. Voilà un petit peu pour la démarche. Alors à la fin, on continue à le faire. Hein. Alors là, c'est un peu compliqué parce qu'évidemment, comme chez vous, comme dans beaucoup d'universités, il n'y a plus vraiment beaucoup d'étudiants. Donc, mais on a mis en place des enquêtes avant-après la mise en place du campus pour évaluer, donc sur la partie évaluation après. Et on arrive, comme vous le voyez là, à des choses assez intéressantes avec cette démarche
qui a été mise en place en 2018. Donc en 2016, par exemple, on avait fait une enquête qui montrait que 31% des salariés étaient assez ou très favorables au campus Saint-Tabac. Et en 2020, on est monté à 67,6% de ces salariés. Donc on sent qu'il y a vraiment une acceptabilité beaucoup plus forte qu'au départ. Et puis, on fait également très régulièrement des enquêtes sur les élèves et les étudiants, donc quand ils rentrent chez nous et quand ils sortent. Donc, on leur demande s'ils sont favorables ou pas, si ce campus pourrait les aider à arrêter de fumer quand ils rentrent. On fait la même chose quand ils sortent. Et on a à chaque fois des scores assez intéressants. Vous voyez ici, sur les étudiants, par exemple, les élèves, à peu près 30% pensent que ce campus pourra les aider à arrêter de fumer et 59% que ça pourra les aider à diminuer leur consommation. Et donc, on compare ces chiffres quand ils sortent également du campus. Donc, on n'a pas encore fait les analyses, là, donc on va faire ça cet été. On a des personnes qui vont travailler sur les évaluations, les différentes évaluations qu'on a pu mettre en place depuis le campus. Voilà un peu pour l'explication plus précise de la démarche de marketing social. Et donc, dans la deuxième partie, je voulais assez rapidement en fait vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Alors, sur le plan là, je vous ai montré ce qu'on faisait sur le plan institutionnel avec la mise en place du campus Saint-Tabac fondé sur le marketing social. Au niveau de nos recherches à l'EHESP, on a un positionnement un peu particulier dans le marketing social puisqu'on travaille sur le marketing social critique. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à une meilleure prise en compte des activités de la concurrence, le marketing des industriels, dans nos travaux. On est à peu près, alors ça va dépendre des moments parce qu'on a la chance d'avoir pas mal de contrats de recherche, financés entre autres par l'Institut Cancer. On est en ce moment, par exemple, on est 8, donc ça comporte des postdoctorants, des doctorants, des ingénieurs d'études et également des stagiaires. Alors, pour vous resituer un peu le contexte des comportements de santé et de ce marketing social critique, il y a des travaux assez récents qui ont pointé du doigt l'importance de prendre en considération les déterminants commerciaux de la santé. Donc, ce sont des articles publiés dans des revues prestigieuses, comme vous pouvez le voir. Et dans ce contexte-là, bien évidemment, on retrouve l'industrie du tabac et de l'alcool, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, sont des industries qui poussent, en fait, qui ont un marketing marchand extrêmement agressif et qui vont pousser les individus à consommer plus leurs produits, et ça va se traduire par des comportements de santé problématiques. Alors, ces déterminants commerciaux de la santé, disons ce rôle des industriels à pousser les individus à consommer avec une répercussion négative sur leur comportement, c'est pointé du doigt par beaucoup d'acteurs. Santé publique France, évidemment, mais pas que. Il y a évidemment les associations, des ouvrages, des plans gouvernementaux qui montrent et qui disent très régulièrement qu'il est important de prendre en considération les actions et le marketing de ces industriels dans la compréhension des comportements de santé des individus. Et donc, il y a une sous-discipline, une discipline du marketing social au niveau de la recherche qui s'est développée dans les années 1990. Ça a été très, très poussé au niveau de la Grande-Bretagne, qui s'appelle donc le marketing social critique, qui va avoir pour objectif en fait d'analyser les pratiques commerciales des entreprises et d'évaluer leur impact sur les comportements des individus. Donc nous, on est vraiment, disons 90% de nos travaux à l'EHESP se focalisent sur ces aspects-là. Alors je vous montre, c'est plus simple de le montrer visuellement, quelques exemples de marketing très attractifs des industriels du tabac, par exemple, de l'alcool également. Vous voyez qu'on a des stimuli extrêmement attractifs. Et puis des industriels de l'agroalimentaire. Alors, dans le programme, en lien avec ce marketing social critique, Boris et ses collègues vous présenteront tout à l'heure comment certaines industries sont très présentes sur Internet et sur les réseaux sociaux, et ça peut aussi être des manières d'influencer, bien sûr, en particulier les jeunes. Alors, l'objectif du marketing social critique, ça va être, ça se décline en quatre grands objectifs. Ça va être d'observer les pratiques commerciales des entreprises à risque pour la santé, dans le contexte d'épidémie industrielle, où on a des entreprises qui peuvent amener à des comportements de santé à risque, d'évaluer l'impact de ces pratiques sur les individus,
de ces pratiques marketing marchandes sur les individus, de proposer et d'évaluer des solutions pour contrer ce marketing commercial. Donc, souvent, ce sont des lois ou des campagnes de prévention qui dénoncent un peu ce marketing agressif, et d'informer sur les effets de ce marketing commercial pour informer les citoyens, les politiques, etc. Alors, l'observation, je ne vais pas rentrer encore une fois dans le détail, hein, mais l'idée, c'est de mettre en place du monitoring, hein, pour regarder un peu ce qui se passe sur le terrain. Donc, en général, ce sont plutôt des associations qui réalisent ce travail. Donc, en France, il y a le Comité national contre le tabagisme qui est assez expert là-dessus sur le tabac. Et puis, il y a l'association Addiction France, Ex-Impa, qui fait la même chose sur l'alcool. Et au niveau de la Grande-Bretagne, pardon, des États-Unis ou au niveau international, voilà, il y a aussi l'OMS ou d'autres ONG qui proposent des guides, hein, pour aider les acteurs du terrain à recenser les différentes actions marketing des industriels, actions qui peuvent avoir une influence sur les comportements des jeunes, notamment les inciter à fumer, hein, la présence de la cigarette dans les films, présence de la cigarette sur les réseaux sociaux, etc. Alors, la deuxième étape du marketing social critique, c'est d'évaluer l'impact de ce marketing marchand sur les individus. Donc, ça, c'est vraiment ce que nous, on fait au niveau de l'EHESP. Et puis, donc, il y a aussi, entre autres, Boris, hein, et ses collègues qui travaillent aussi sur ces questions. Donc, on avait beaucoup travaillé sur le paquet de cigarettes neutres à l'époque où il était question de sa mise en place en France. Et on avait testé, en comparant avec le paquet neutre, on avait testé l'impact des paquets extrêmement marketés, comme vous pouvez le voir, des paquets marchands, marketés sur différents publics. On avait testé des jeunes, des femmes, des populations de jeunes adultes, etc. Ce qui nous avait donc conduit à publier ces travaux et à affirmer que, effectivement, le marketing déployé sur le paquet de cigarettes pouvait avoir une influence extrêmement forte sur les croyances, les perceptions de la dangerosité du produit, et également sur les comportements et les envies d'achat de certaines populations, en particulier des plus jeunes. Alors, ce qu'on fait à l'EHESP, en lien peut-être, je ne sais pas s'il est toujours là, avec le professeur Berthelot, alors moi, je ne fais pas ça toute seule, hein, j'ai développé ces travaux avec des collègues de l'Université de Rennes. Mais on fait de la méthodologie classique, hein, on mobilise des études qualitatives classiques, des entretiens, focus group, également des questionnaires. Et puis, depuis quelques années, là, on a aussi réalisé des études à partir de méthodologie non verbale, hein, de l'eye tracking. Alors, l'idée, c'est toujours la même chose, hein, par rapport à notre logique, c'est de regarder un peu dans un message publicitaire, par exemple, où il y a un avertissement, comme c'est le cas, par exemple, sur le message alcool, en rose, enfin, vous voyez des taches roses ici, où se déplace l'œil, en fait. Si l'œil va à un moment donné sur le message sanitaire, donc, ou au contraire, s'il ne va pas du tout sur ce message sanitaire et s'il va uniquement sur les messages très positifs de la concurrence, c'est-à-dire de l'industrie qui fait cette publicité. Donc, ça, c'est le principe de l'eye tracking. Alors, on a plus récemment aussi terminé là, une étude avec l'IRM fonctionnel, où on exposait des jeunes à des publicités pour des marques d'alcool avec des contenus différents, soit des contenus extrêmement neutres ou des contenus extrêmement attractifs avec des contextes de fêtes et une présence de personnages, hein, ce qui est interdit par la loi E20. Donc l'idée aussi là derrière nos travaux, c'est qu'on teste l'efficacité et l'intérêt des lois proposées par les acteurs de la santé. Et on s'est rendu compte que, par exemple, si on intègre des personnages dans un contexte de fête dans les publicités pour des marques d'alcool, eh bien, ça active certaines zones de la récompense dans le cerveau des individus. Voilà pour les travaux récents. Donc, on travaille beaucoup sur l'alcool en ce moment. Troisième étape du marketing social critique, c'est de proposer et d'évaluer des solutions pour contrer ce marketing commercial. Donc, le paquet neutre, hein, c'est un dispositif qui a été proposé dans les années 90, par exemple au Canada. Et puis, on travaille beaucoup également sur l'évaluation de la loi E20 sur l'alcool dans les travaux récents qu'on a pu mener à l'EHESP. Et enfin, donc, informer sur ces activités marketing. Alors, souvent, ce sont les associations qui font ça, hein, ou des organismes publics, donc à travers des ouvrages, des spots de télé, des fiches décryptage, des rapports, etc. Donc ça, en général, les journalistes sont assez friands de ces informations et les reprennent bien dans leur reportage. Voilà pour cette présentation assez rapide et j'espère qu'il va pouvoir convenir aux différents niveaux de connaissance du marketing social du public. Hein. Donc, point à retenir, le marketing social approche en plein développement en France.
Alors c'est assez marrant parce que quand j'ai commencé, c'était comme je vous le disais, pas du tout à la mode, mais là, alors on est sans arrêt contacté pour des conférences, des formations ou autres. Donc, on voit bien que ça explose et que ça se développe. Enfin, ça explose peut-être pas, mais ça se développe très fortement depuis une dizaine d'années, hein, grâce aussi à la prise de position de Santé publique France sur l'ancrage de leur campagne sur le marketing social. Moi, je suis totalement d'accord avec ce qui est dit tout à l'heure. Hein. Je pense que c'est vraiment important de combiner des interventions classiques à base d'éducation, promotion et du marketing social et de les accompagner aussi avec des nudges pour qu'on soit le plus efficace possible pour changer les comportements et faire en sorte que les comportements soient les plus favorables à la santé. Et vraiment un point important, alors je dis pas ça parce que c'est notre fonds de commerce, je dirais, mais c'est vraiment essentiel de ne pas oublier cette concurrence industrielle parce qu'en fait, bon, si on compare ne serait-ce que les montants des investissements publicitaires en l'alcool par rapport à ce qui est fait en prévention par des acteurs associatifs ou comme Santé publique France, voilà, on est déjà, rien qu'à ce stade au niveau de la publicité, de la communication, totalement en déséquilibre. Et puis, ben, je ne vous parle pas de tout le reste, hein, tout le marketing extrêmement sophistiqué autour du produit, etc., qui est développé par l'industrie de l'alcool et du tabac. Alors, le tabac, ils ont un peu moins de marge de manœuvre maintenant, puisque il y a la loi E20 qui interdit totalement leur publicité, mais ils essayent quand même de contrecarrer cette loi. Et puis, ils font également beaucoup de lobbying, donc ce qui est important de prendre en considération ce lobby qui va évidemment contrecarrer toutes les actions que vous pouvez mener en tant qu'acteur de prévention. Voilà, bah merci beaucoup pour votre attention. Merci Karine. Alors, je vois que Luc est de nouveau connecté et a sa caméra activée normalement. Oui, bonjour à tous, excusez-moi. Donc, Luc, je te laisse reprendre la main. Merci Karine pour la présentation qui était extrêmement intéressante. Et je te laisse continuer, Luc. Oui, alors je débarque un petit peu, du coup, j'ai pas eu le temps de voir les questions. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Donc, pardon, oui, on a des questions qui ont commencé à émerger un peu. Alors, je dois avouer que secrètement, j'espère que les gens soient moins réactifs pour pouvoir poser les miennes. Mais bon, on va laisser la priorité au chat. Donc, Nadia, qui nous demande comment agir en tant que chargé de prévention. Que pensez-vous des espaces publics extérieurs sans tabac, label développé par la Ligue contre le cancer? Alors, je vous ai dit qu'on travaille beaucoup sur le marketing social critique, mais il y a un certain pourcentage de nos travaux qui sont autour de ces sujets. Donc là, on propose un projet de recherche pour essayer d'essaimer un peu l'expérience de l'EHESP Campus sans tabac. Je trouve que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de développer des espaces publics extérieurs sans tabac parce qu'on n'oublie pas, mais c'est important d'avoir en tête que le tabac, c'est une histoire de normes. Et si on regarde un peu dans les politiques publiques et dans les politiques qui fonctionnent le mieux sur la prévention de tabac, bon, on sait très bien qu'il y a l'histoire du prix, hein, il faut augmenter fortement et régulièrement le prix. Et puis, il faut aussi changer la norme. Et le changement de la norme, c'est les lieux sans tabac. Quand on regarde ce qui se passe dans des pays comme l'Australie ou comme les États-Unis, hein, ce qui fait que la norme et l'image du tabac a vraiment régressé, c'est parce qu'il y a plein d'endroits où on ne peut plus fumer aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement important en France déjà de faire respecter la loi, parce que normalement, hein, déjà aujourd'hui, on devrait ne plus pouvoir fumer dans les espaces publics extérieurs des hôpitaux. Ça, c'est un premier point, parce qu'on y accueille des mineurs. Et au-delà de ces lois qui ne sont pas respectées, comme souvent en France, sur le tabac, ou sur autre chose aussi, c'est important de développer de nouveaux espaces publics extérieurs sans tabac, comme le fait la Ligue avec les plages, avec les jardins publics. Et puis également, comme on essaye de le faire au niveau de l'EHESP, de développer des universités. Donc moi, ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'on développe le plus possible ces espaces sans tabac. En plus, les gens, quand on fait des sondages, hein, vous l'avez vu sur le HESP, mais c'est aussi vrai sur les plages. Hein, je crois qu'il y a la Ligue avait fait des sondages sur tout ce qui est plage ou DNF, je sais plus, ou les terrasses sans tabac. Les gens sont vraiment, enfin, majoritairement favorables à ces espaces. Donc, il y a une acceptabilité extrêmement forte de ces politiques. Et en plus,
ça contribue à dénormaliser le tabac et à faire en sorte que les jeunes les plus jeunes voient beaucoup moins le tabac dans leur environnement quotidien. Donc, ce sont des points très importants mais ça, c'est porté vraiment par le gouvernement. Il y a depuis quelques années une incitation très forte, que ce soit au niveau des hôpitaux, des mairies, etc., à développer des espaces sans tabac. Très bien, merci Karine. Je vois qu'on a une autre question de Véronique qui nous demande quelles sont les prochaines étapes du développement de la recherche en marketing social en France. Je suis pas la seule. Je suis pas la seule. Donc, c'est difficile. Déjà, je pense qu'il faut qu'il y ait une... après, ça va peut-être être un peu présomptueux ce que je vais dire et je m'en excuse auprès de mes collègues en marketing. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de travaux qui plaquent le marketing sur du social ou de la santé. Et je crois que la principale difficulté, et c'est normal, hein, on est au niveau de cette discipline assez jeune en France, la principale difficulté, ça va être de former nos jeunes, nos doctorants, à presque une double compétence. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Alors, on a de la chance d'être à l'EHESP, donc c'est plus simple. C'est vraiment important, certes, d'utiliser tout ce qu'on connaît en marketing, mais le fait de plaquer ces outils-là sur de la santé ou sur des comportements comme le tabac, ça ne peut pas le faire parce qu'en fait, on est quand même dans des comportements très particuliers. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi regarder ce qui se passe dans la littérature en santé ou sur la prévention tabac ou prévention alcool ou prévention en général. Et ça, enfin moi, quand je participe à des jurys de thèse ou quand je lis des papiers, là, on a lancé un projet avec un collègue de Lille d'un ouvrage sur marketing social et santé et Nudge pour essayer de promouvoir un peu les travaux que font les collègues là-dessus. On retrouve quand même ce problème-là. Donc, j'inciterais vraiment les gens qui veulent se mettre à faire du marketing social et qui n'en ont pas forcément fait beaucoup avant, à regarder aussi ce qui se passe dans les travaux en santé, en prévention et de s'imprégner en fait un peu des deux disciplines, ce qui n'est pas évident parce que ça prend beaucoup de temps. Mais je pense que c'est vraiment important de faire ça pour qu'on soit le plus pertinent possible pour les acteurs de la santé. Okay. Alors, je vois également une question de Fabienne Couvreur qui nous dit vous n'avez jamais cité Dry January. Est-ce que vous avez pointé des faiblesses par exemple Dry January, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, j'aurais pu le citer. La principale faiblesse, c'est que il n'y ait pas eu de portage au niveau public. Alors là, on est typiquement dans là, je donne souvent cet exemple-là dans mes cours. Alors oui, c'est vrai que je ne l'ai pas cité là. On est typiquement dans le cadre d'un exemple de marketing social critique, hein, puisque quand même l'histoire de cette campagne, c'est qu'elle avait été initialement réalisée par Santé publique France et elle devait être portée par cet organisme. Et au dernier moment, parce qu'il y a eu probablement des actions de lobbying de l'industrie de l'alcool, en plus à des niveaux très élevés du gouvernement, il y a eu un revirement de situation, ce qui fait que le gouvernement a refusé de porter cette campagne. Et donc, ce sont les associations qui s'en sont emparées pour quand même la faire vivre et faire en sorte que cet événement ait lieu en France. Hein. C'est un événement qui marche plutôt bien en Grande-Bretagne. Hein. Donc, c'est un excellent exemple de rôle de l'industrie de l'alcool qui va contrecarrer les actions des acteurs de santé publique. Alors oui, je ne l'ai pas citée, on aurait pu la citer, effectivement, elle s'appuie aussi sur certaines étapes du marketing social. Tout à fait. Alors, je vois qu'on a également une question de Chloé qui nous demandait quels sont les critères dans un projet de santé publique qui pourraient nous amener à penser que le marketing social pourrait tout à fait être employé dans ce cas. Est-ce qu'il y a des prérequis pour utiliser le marketing, pour utiliser la stratégie de marketing social, ou bien est-ce qu'elle peut être appliquée à toutes les interventions? Alors, prérequis, déjà, il faut un peu intégrer la démarche, ce qui n'est pas toujours évident, parce que c'est quand même une certaine compétence et expertise. Donc, en général, les formations qu'on fait, soit à l'EHESP ou que je fais en externe, il faut quand même un minimum de 5-6 jours de formation pour s'approprier la démarche. Et après, quand j'ai des contacts avec les gens que j'ai pu former qui sont en santé,
Ils me disent que c'est pas toujours évident à mettre en place parce qu'on n'a pas forcément les réflexes, quoi. Alors, je pense que ce qui est peut-être le plus compliqué, c'est encore une fois par rapport au public que je vois, le HSP ou les acteurs de prévention avec qui je suis en contact dans les formations. Je pense que le plus compliqué, c'est le problème du temps, parce que souvent, on a des calendriers extrêmement serrés et il faut passer tout de suite à la mise en place d'un programme, et le marketing social implique de prendre son temps, ne serait-ce que pour connaître les besoins et les attentes de la cible, des publics visés. Donc ça, c'est pas forcément toujours fait par manque de temps. Alors après, il y a aussi l'histoire des compétences. C'est pas non plus, on n'a pas toujours les compétences en interne dans des associations ou autres pour mettre en place des entretiens qualitatifs de qualité, mettre en place des questionnaires qui vont mesurer correctement les choses. Donc il y a des compétences méthodologiques, mais aussi de temps. Et puis après, je dirais ce qui est peut-être pas évident à faire, de ce que je vois, c'est justement à partir de ces résultats-là qu'on a tirés des publics visés, c'est de les traduire en 5C. Ça, c'est un exercice qui n'est pas simple à faire quand on ne connaît pas bien. Et là, je ne vous parle pas, alors les 2 points encore plus compliqués, mais ça, c'est la cerise sur le gâteau, je dirais, c'est de réfléchir à une marque. Donc, mais après, on peut se faire aider par des sociétés externes, des agences de pub, donc réfléchir à une marque, et puis réfléchir à des comportements alternatifs. On se parlait tout à l'heure, ça, c'est 2 points quand même très, très complexes, parce que c'est pareil, ils doivent être conçus et réfléchis en lien avec la cible visée. Oui, c'est clair que ça demande des compétences ou autres, mais je pense que, comme ça a été fait en Grande-Bretagne, il y a beaucoup d'acteurs en santé qui se sont formés et qui ont réussi à déployer des démarches. Et après, encore une fois, le marketing seul, c'est la prévention. Ça ne doit pas être one shot. Et donc, l'idée, c'est on va mettre en place un programme une année, on voit ce qui fonctionne pas, on va l'améliorer l'année suivante pour arriver ensuite à un programme de marketing seul qui va être plus efficace. Et qui va être plus efficace pour changer les comportements des individus. Je crois qu'il faut voir ça comme une démarche à intégrer dans une association, une structure publique qui prend un peu de temps, et je pense que ça, Pierre vous en reparlera. C'est pas du jour au lendemain que ça va arriver, ça c'est sûr. Alors ensuite, on a une question de Angèle qui nous demande quel est votre point de vue sur la démarche hôpitaux promoteurs de santé et sa dynamique en France comparée à d'autres pays. J'ai la chance d'être en lien régulier avec le RESPAD. C'est un peu la même chose que la collègue, je pense que c'était quelqu'un de la Ligue contre le cancer, peut-être qui posait la question. Tout ce qui est travail sur l'environnement, travail sur façonner un environnement favorable à la santé, ça ne peut qu'être intéressant pour changer les comportements. Quand on regarde les modèles sur lesquels on travaille, à partir desquels on travaille, je ne suis pas allée beaucoup là-dessus parce qu'on n'a pas le temps, mais on a dans notre bouquin là, avec Santé publique France, il y a un premier chapitre complet sur les modèles théoriques de changement de comportement. Et là, on n'a rien inventé en marketing, on s'inspire de ce qui est fait en psycho la plupart du temps. Et les modèles qui expliquent les changements de comportement en santé, évidemment, il y a une dimension individuelle, les croyances, travailler sur les croyances, les perceptions, etc. Et il y a une dimension extrêmement importante qui est de la norme. C'est évidemment aussi la norme qui va faire en sorte que les gens vont changer de comportement. Donc, tout ce qui est lieu, hôpital, promoteur de santé. Alors, en plus, je dirais peut-être encore plus par rapport à tout ce qui est plage et jardin public, on est quand même normalement sur des établissements qui doivent montrer l'exemple. C'est aussi pour ça que nous, avec Laurent Chambaud, c'était vraiment important que le HESP devienne lieu sans tabac. Donc, parce qu'on a une crédibilité encore plus forte, et on doit montrer l'exemple sur ces questions-là pour pouvoir insuffler un changement de normes dans les futurs leaders d'opinion que vont être les directeurs d'établissements de santé. Donc voilà, ces hôpitaux promoteurs de santé, ces jardins publics, ces établissements sans tabac, etc., c'est important pour le changement de la norme et pour dénormaliser, je n'ai pas utilisé ce terme-là, mais voilà, on utilise beaucoup ça en tabac, pour dénormaliser le tabac. C'est en baissant la présence du tabac dans notre environnement quotidien que les jeunes soient moins exposés à ce tabac, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. C'est comme ça qu'on va dénormaliser, changer la norme. Et puis le troisième point qu'on retrouve souvent dans les modèles de changement de comportement, c'est qu'il faut que les individus soient capables d'adopter le comportement.
Donc ces trois piliers-là sont importants, hein, donc avoir des dimensions individuelles, croyances, etc., qui incitent à changer de comportement, une norme favorable au changement de comportement et faire en sorte que les gens soient capables de changer de comportement. Ces trois piliers sont extrêmement importants et expliquent qu'on va pouvoir réussir le mieux possible à changer les comportements des individus. Et tout ce qui est promotion, hôpitaux sans tabac, lieux sans tabac, c'est au niveau de la norme que ça se joue. Alors, on a ensuite une question de Nadia qui nous demande: existe-t-il des projets en marketing social appliqués à la promotion des dépistages des cancers? Alors, je ne connais pas tout ce qui se passe, mais oui, certainement. Bah, déjà, je pense qu'au niveau de l'Institut Cancer, ils développent aussi, pas forcément toute la démarche, mais ils utilisent aussi des techniques de marketing social, hein. Ils font des études auprès des publics, ils utilisent la communication, ils travaillent avec des leaders d'opinion. Donc oui, certainement. Alors moi, j'ai vu passer des choses au niveau de la recherche, hein. Je sais qu'il y a des publications là-dessus, très clairement, pour inciter notamment à les femmes à se faire dépister cancer du sein. Ou j'avais dû travailler, d'ailleurs, ça fait très longtemps, c'était avec la Ligue contre le cancer sur un programme de prévention, incitation au dépistage colorectal. Donc oui, il y a des choses qui existent, bien sûr. Ça, typiquement, j'ai oublié de répondre peut-être à une question tout à l'heure. Je pense qu'en fait, dès lors qu'on est sur moi, j'ai le sentiment, après, j'ai pas, voilà, c'est que mon avis, j'ai le sentiment que le marketing social, il peut très bien se déployer sur à peu près toutes les thématiques autour de la santé à partir du moment où c'est assez circonscrit. Je pense que le marketing social est beaucoup moins performant quand on est sur des thématiques très, très, très globales, hein, changer l'image du handicap, des choses comme ça. Mais sur des thématiques très précises, alors comme le dépistage, cancer ou autre, moi je vois pas du tout d'inconvénient, je vois pas du tout de blocage ou de problème à déployer la démarche du marketing social. Au contraire, je pense que ça peut améliorer, fluidifier un certain nombre de choses. Alors en revanche, je pense que là où il y aura des différences fortes entre les thématiques, ça va être que en fonction de la difficulté ou pas à changer les comportements, bien, on va avoir un impact plus ou moins fort des campagnes de marketing social déployées, hein. C'est beaucoup plus simple, je pense, d'inciter les gens à mettre un casque quand ils prennent leur vélo que d'inciter les gens à aller se faire dépister cancer du sein, quoi. Donc voilà, ça fait pas de miracle, hein, encore une fois. C'est important d'avoir ça en tête aussi. Le marketing social, je pense que ça peut aider à débloquer certains freins, certains blocages. Et c'est un peu pour moi une checklist, hein, quand je discute avec les acteurs en prévention, c'est un peu une checklist peut-être de points qu'on n'a pas forcément bien intégrés dans un programme. Maintenant, ça ne fait pas de miracle. On est quand même dans un certain nombre de cas sur des comportements qui sont très compliqués à changer, hein, et donc ça prend du temps. Ensuite, on a une question de Mérilis qui nous demande: qu'est-ce que vous pensez du dernier cache investigation sur le marketing digital utilisé par les alcooliers? Alors, je vous avoue que pour l'instant, je ne l'ai pas encore regardé parce que j'étais très énervée parce j'ai dû passer 2 jours sur ils sont venus à l'EHSP, une journée de tournage, j'ai préparé plein de trucs et en fait, ils n'ont pas repris 2 secondes de ce qu'on a raconté dans notre équipe. Donc, j'étais un peu agacée, mais voilà, ça, c'est pas très bien d'être agacée là-dessus, mais je pense que c'est très bien qu'il y ait des reportages comme ça. Et surtout sur l'alcool, parce que jusqu'à une période assez récente, c'était compliqué de parler en termes négatifs de l'alcool dans les médias, dans les journaux, hein, parce qu'il y a des histoires ils ont des budgets quand même assez forts, hein, évidemment, dans la presse, au niveau de l'affichage public, sur Internet. Donc c'est pas très simple d'un point de vue des rédactions de dénoncer ou de critiquer l'alcool. Et c'est en train de changer, là, depuis à peu près 10 ans, c'est en train de changer. Les journalistes sont de plus en plus négatifs, dénoncent de plus en plus le marketing des alcooliers, et c'est bien que les gens soient au courant, c'est bien que les politiques soient au courant. Si ça pouvait au moins faire changer un certain nombre de choses par rapport à l'immobilisme total qu'on observe depuis plusieurs années maintenant par rapport aux politiques alcool, hein, parce que les politiques alcool, c'est comme les politiques tabac, on sait assez bien ce qu'il faut faire pour réduire la consommation d'alcool en France, qui est quand même assez élevée, hein, en comparaison avec d'autres pays, mais on ne le fait pas et on ne fait quasiment rien.
Donc, si ces reportages-là peuvent aider à faire changer les perceptions et à faire évoluer un peu par pression certains politiques, bah, c'est très bien. Parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. On est bien parti sur le tabac depuis quelques années. Hein. Bon, là, il y a la Covid, c'est un peu compliqué, mais on est parti sur une politique bien plus efficace qu'il y a 10 ans sur le tabac. Bah, il faut faire la même chose sur l'alcool. Et je pense que ces reportages peuvent aider à faire changer peut-être les comportements des politiques. On peut peut-être aider. Je vous propose de répondre à une dernière question avant qu'on fasse une petite pause. Donc, c'est Laetitia qui nous demande si, à votre avis, le marketing social peut se développer en santé au travail et s'il existe des exemples. Au travail, c'est ça? En prévention au Oui, travail. tout à fait. Oui, alors je vois Pierre. Oui, évidemment, il y a Octobre Rose, Mars Bleu. J'ai pas tout en tête, mais oui, sur le dépistage, il y a bien sûr ces marques-là. Oui, alors j'ai un exemple. Alors j'ai été formatrice pendant plusieurs années à l'INRS, qui fait donc de la prévention des risques professionnels, puisqu'il voulait promouvoir la démarche de marketing social au sein des CARSAT. Et j'ai un exemple très concret, c'est TMS Pro. Le TMS Pro, c'est une marque qui a été créée par l'INRS pour réduire les troubles musculo-squelettiques, et il développe une démarche de marketing social dans ce contexte-là. Donc, dans les formations qu'on faisait, que je faisais avec eux, oui, il y avait plein de thèmes sur lesquels on pouvait travailler. Bon, il y avait l'histoire des TMS, évidemment. Il y avait aussi les préventions des chutes dans le domaine du bâtiment. Donc, on avait réfléchi à un programme là-dessus. Évidemment, dans certains domaines où il y a une grande consommation d'addiction, travaille aussi sur cette thématique. Oui, bien sûr que ça peut être mobilisé. Alors, je pense que peut-être en France, par rapport à des pays anglo-saxons comme l'Irlande ou la Grande-Bretagne, c'est probablement moins souvent mobilisé dans des programmes de prévention dans les milieux professionnels. C'est un peu le début. Mais il y a certaines CARSAT qui commencent à utiliser ça.